Alors bonjour Marco et Alix, c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve. Madame les Ivoiriens veulent savoir, vous retrouve également, bonjour à tous. C'est avec beaucoup de plaisir également que je présente cette rubrique ce lundi matin. Alors, après la CNC, la Coalition nationale pour le changement, le Front du refus, une autre plateforme de l'opposition ivoirienne est née. Il s'agit d'EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Son combat, la libération des prisonniers de la crise post-électorale, composée de partis politiques et d'organisations de la société civile. EDS ne cesse de se prononcer sur l'actualité politique ivoirienne. L'organisation pointe du doigt l'absence de réconciliation entre les Ivoiriens, le manque de démocratie, le statu quo à la CEI, mais elle peine à fédérer les partis politiques de l'opposition. Sur plus d'une centaine de partis politiques d'opposition, seulement 4 sont membres d'EDS. Alors question. En 18 mois d'existence d'EDS, quel bilan peut-on faire de ces activités? Cette plateforme de l'opposition va-t-elle arriver à unir l'opposition et les Ivoiriens entre eux? Que vaut-elle exactement? EDS n'est-elle pas finalement une plateforme d'opposition de plus? Pour le savoir, mesdames et messieurs, nous recevons sur le plateau de Instant Vérité Paul Arnaud Bowie, 3e vice-président et porte-parole d'EDS. Entendez, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Bonjour Paul Arnaud Bowie. Bonjour madame. Merci d'être venu répondre aux interrogations des Ivoiriens. Alors, EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, a 1 an et demi. C'est l'une des plus jeunes plateformes ou coalitions politiques en Côte d'Ivoire. Alors, quelle est l'idéologie qui sous-tend cette organisation? Écoutez, EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, qui a pour référent politique donc, le président Laurent Gbagbo, demeure dans le combat du président Gbagbo, c'est-à-dire défendre les valeurs de démocratie, les valeurs de souveraineté, de liberté et, bien entendu, contribuer donc, au développement de la démocratie, mais surtout garantir un avenir meilleur au peuple de Côte d'Ivoire. Alors, vous avez dit une chose assez intéressante dans votre réponse. Vous avez dit EDS a pour seul référent Laurent Gbagbo. Bien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, tout le monde sait ici en Côte d'Ivoire que le président Gbagbo reste le père de la démocratie. Tout le monde sait qu'ici en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, c'est celui-là même qui rassemble davantage d'Ivoiriens. Tout le monde sait que son combat, c'est pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Donc, avoir pour référent le président Laurent Gbagbo, pour nous, est une chose déterminante. Parce que les Ivoiriens qui aujourd'hui aspirent donc, à la liberté, mais également à la réconciliation, pense que le président Gbagbo est l'homme clé qu'il faut donc, pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est cela qui justifie qu'il est au centre donc, de notre débat politique. Alors, donc, Laurent Gbagbo est au centre de votre débat politique. C'est lui qu'il faut pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Alors, comment se fait-il que tout soit autour de Laurent Gbagbo? Les Ivoiriens ont d'autres préoccupations. Par exemple, il y a des questions qui sont très cruciales pour les Ivoiriens, notamment le niveau de vie, la santé, l'éducation et tout cela. Alors, comment se fait-il que vous en arriviez à mettre l'accent sur Laurent Gbagbo et pas sur les problèmes réels que rencontrent les Ivoiriens au quotidien? Madame, aujourd'hui, ce qui préoccupe les Ivoiriens, c'est la réconciliation nationale. On ne saurait être heureux du fait du matériel sans qu'on vive de façon libre, sans que la cohésion sociale, bien entendu, ne soit une préoccupation. C'est pour cela que nous disons, au-delà des besoins que les Ivoiriens ont, ce qui est tout à fait une réalité, la réconciliation pour nous demeure un élément essentiel et c'est justement de ça que les Ivoiriens ont besoin aujourd'hui. D'accord. Alors, quel bilan peut-on faire des activités d'EDS en 1 an et demi d'existence? Le bilan est positif, madame. Il est positif en ce sens que EDS, depuis sa création le 20 avril 2017, n'a cessé de réclamer donc la libération des prisonniers politiques, n'a cessé donc de parler de réconciliation, de cohésion. Et vous avez vu vous-même qu'il n'y a pas longtemps, les prisonniers donc, de la crise post-électorale sont libérés. C'est un acte à mettre donc, au compte de notre combat politique à EDS. Donc, votre combat politique, c'est la libération des prisonniers de la crise post-électorale. Alors, au-delà de ça, au regard de quoi vous pouvez affirmer que votre bilan est positif au regard de cet aspect que vous venez de dire?
Parce que d'abord, les prisonniers politiques sont libérés, mais nous continuons le combat parce qu'il y a encore des prisonniers qui sont toujours incarcérés, notamment les militaires. Alors, nous continuons de nous battre. Dites-nous, oui. Combien de partis politiques sont membres d'EDS? Nous avons 4 partis politiques, donc membres de EDS, mais au-delà des partis politiques, il y a plusieurs organisations de la société civile qui sont également membres de EDS. Mais vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de, si je veux vraiment comptabiliser, il y a plus de 200 partis politiques en Côte d'Ivoire. Alors comment se fait-il que ce sont 4 partis politiques d'opposition qui sont seulement membres d'EDS? Je précisais tout à l'heure qu'au-delà des partis politiques, il y a plusieurs organisations de la société civile qui sont également membres donc, de cette plateforme. Il y a des personnalités de haut rang, des personnalités nommées comme des personnalités anonymes qui sont également membres donc, de cette plateforme. Voyez-vous, nous ne sommes pas fermés, bien entendu, en ce qui concerne les partis politiques. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres partis politiques qui ont essayé d'intégrer votre plateforme, ou bien c'est à dessein? Écoutez, au-delà donc des partis signataires qui sont donc le Front populaire ivoirien, l'Union des nouvelles générations, le RDP, l'AIRD, nous avons également des partenaires, notamment l'URD donc de la ministre Boni Claverie et le MFA du ministre Anati Kobena. Et bien d'autres partis politiques sont actuellement en train de frapper à nos portes. Mais comme vous le savez, nous avons dit que notre référent politique, c'est le président Gbagbo. Et tout à l'heure, vous disiez dans votre introduction que la CNC n'a pas eu longue vie, le Front du Refus, etc., etc. Donc cette fois-ci, nous prenons suffisamment de dispositions pour que ceux qui doivent intégrer donc, cette plateforme soient des partis qui ont comme référent politique le président Gbagbo. Donc c'est ce qui coince, parce que ces partis politiques-là n'ont pas pour référent Laurent Gbagbo, donc ils ne peuvent pas intégrer la plateforme EDS. Non, madame, je ne suis pas en train de dire... C'est ce que vous venez de dire. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a plusieurs partis politiques qui frappent à nos portes, mais nous avons comme référent politique le président Laurent Gbagbo, mais nous prenons quand même suffisamment de mesures pour que ceux qui intègrent donc notre plateforme aient la même conviction idéologique que nous, la même vision politique que nous, de sorte à ce que nous ne soyons pas dispersés pour connaître malheureusement ce que nous avons connu à la CNC ou au Front du Refus. On dit finalement la même chose, c'est parce que ces partis politiques-là ne se réfèrent pas automatiquement, primordialement à Laurent Gbagbo que ces partis n'ont pas encore intégré. C'est une de nos conditions, madame. C'est une de nos conditions, mais je dis que... C'est une condition fondamentale, admettez-le. Nous sommes en train d'analyser d'autres dossiers qui sont sur notre table. Et bien entendu, certains de ces partis-là reconnaissent également que le président Gbagbo est l'homme clé de la situation, mais il y a que nous devons statuer, nous devons analyser avec profondeur, n'est-ce pas, donc la philosophie politique de ces partis-là, avant que nous ne puissions céder. Alors, pour éviter un autre échec, c'est cela. Mais bien sûr, pour éviter un autre échec. Justement, pour éviter notre échec, il y a des partis, les partis membres de d'EDS étaient en alliance récente. Vous avez cité tout à l'heure avec le leader de Mamadou Koulibaly, n'est-ce pas? Dans le cas de la CNC, le RPCI de Bamba Mori Ferré et bien d'autres partis de gauche, dans le cadre aussi du Front du Refus. Alors, ces partis politiques-là vous ont lâché. Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement? Non, écoutez, madame. Dans tous les cas, une plateforme, ce n'est pas une fusion des partis politiques. Nous venons donc dans une plateforme pour régler un problème du moment. Et bien entendu, si à un moment donné de notre parcours, certains estiment qu'ils ne peuvent plus marcher avec nous pour telle ou telle raison, écoutez, ils sont libres de partir. Donc, ils sont partis, nous avons accepté leur départ. Et justement, pour qu'à l'avenir, cela ne se répète pas, nous avons estimé que désormais, il fallait qu'un certain nombre de conditions soient remplies avant de marcher avec nous. C'est pour ça, justement, que nous avons mis en place EDS. Et voyez-vous, 1 an et demi après, il y a une forte solidarité, n'est-ce pas, à l'intérieur de cette plateforme. Elle se porte très bien et elle a gagné des combats, politiques. Et elle continue son chemin, et puis je pense bien. Alors, donc, au regard de l'actualité politique, d'autres plateformes ou coalitions sont en laboratoire, notamment le PDCI RDA appelle à la formation d'une nouvelle coalition de l'opposition. Quel est votre commentaire là-dessus? Madame, je suis membre de EDS. Et je pense que c'est ça. Mais en même temps, vous êtes membre de EDS. EDS est une plateforme politique. Vous travaillez avec d'autres partis politiques d'opposition. Voilà, donc je vous demande, le PDCI appelle à la formation d'une nouvelle coalition, d'une nouvelle plateforme de l'opposition en Côte d'Ivoire. Quel est votre commentaire là-dessus? Est-ce que vous allez rejoindre le PDCI? Madame, je suis là pour parler de la coalition EDS. Est-ce que vous allez rejoindre le PDCI? C'est la question. Je suis là, madame, pour parler de EDS, qui a pour référent politique le président Laurent Gbagbo.
Donc, comme le PDCI n'a pas pour référent politique le président Gbagbo, alors donc vous n'allez pas peut-être répondre à l'appel de Henri Konan Bédié, le président du PDCI RDA. Je parle de EDS, madame. Alors, on va y revenir. Pascal Affinguesson, Aka Izi, Afoussiata Bamba Lamine, pour le compte de Sorodium, Bamba Moriféré, Nyamien Konan, j'en passe, Henriette Lagou, Anaki Kobena que vous avez cité tout à l'heure. Alors, tous étaient présents au 6e congrès extraordinaire de PDCI. EDS, non. Mais vous avez été invité. Pourquoi? Madame. Pourquoi cette absence? Vous avez été invité au 6e congrès du PDCI RDA. Oui, madame. Alors, pourquoi cette absence? On veut bien comprendre. Madame, Les Ivoiriens veulent le savoir, justement. Madame, nous n'avons aucun problème avec le PDCI RDA, bien entendu. Nous estimons que le PDCI RDA doit contribuer donc au développement de la démocratie dans notre pays. Nous lui souhaitons donc bon vent, mais pour l'heure, j'insiste et je dis que je connais mieux EDS et donc je préfère parler de EDS. Voilà. Alors vous voyez, il y a des partis politiques de l'opposition, le FPI tendance Pascal Affinguesson, il y a le RPCP de Henriette Lagou, le RPCI de Bamba Moriféré, il y a les soroïstes également qui ont été, qui appellent tous à une nouvelle plateforme, à la mise en place d'une nouvelle plateforme de l'opposition. Alors vous, est-ce que vous allez rester EDS ou vous allez rejoindre cette nouvelle plateforme? C'est la question que je pose. Mais, madame, la réponse est claire. Nous avons les bras ouverts. Et tous les Ivoiriens qui se reconnaissent dans le combat politique, dans la vision politique du président Gbagbo, qui est valeur de démocratie, unité, paix et réconciliation, nous les attendons à EDS. Donc voilà. Finalement, ceux qui ne prônent pas Laurent Gbagbo, ceux qui ne prônent pas les valeurs de Laurent Gbagbo ne vous intéressent pas. Mais madame, on ne saurait marcher sans valeur. On ne saurait marcher sans valeur. C'est pour cela que nous insistons là-dessus. Donc si vous n'avez pas les valeurs qui conduisent à une société démocratique, à une société de justice, à une société de paix, je crois que vous n'êtes pas dans la ligne du président Laurent Gbagbo. Et donc, c'est Laurent Gbagbo qui est le symbole de la démocratie pour vous, c'est cela? C'est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, madame. Expliquez-vous. C'est le père de l'unité nationale. C'est le père de la réconciliation. Et tenez-vous bien, madame, tous les Ivoiriens, sans exception, attendent le retour du président Laurent Gbagbo pour réussir la réconciliation. En même temps qu'on attend le retour de Laurent Gbagbo, on ne peut pas rester comme ça. Monsieur, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas rester ainsi, qu'il faut travailler. Comme je vous l'ai dit tantôt, les Ivoiriens ont des besoins qui sont cruciaux, qui sont là, des besoins existentiels. Par exemple, la santé, l'éducation, la scolarisation des enfants, je vais dire, je ne sais pas, voilà, la formation. Donc, est-ce que vous avez des projets structurants, structurés, voilà, pour répondre aux besoins des populations que vous représentez en Côte d'Ivoire? EDS a une offre politique pour les Ivoiriens. Quelle est cette offre politique, à part Laurent Gbagbo? Madame, Laurent Gbagbo, du temps de son mandat, le président Laurent Gbagbo a donné le sourire à tous les Ivoiriens. À travers un achat, je voulais dire, du café et du cacao à des prix assez intéressants. Le président Laurent Gbagbo a donné le sourire aux agriculteurs via les prix de l'héviaculture. Le président Laurent Gbagbo a donné le sourire aux enfants dans le cadre donc, de l'école gratuite avec la distribution des kits. Le président Laurent Gbagbo a mais en même temps, ce que vous dites, le président Laurent Gbagbo, c'est vrai, c'est vrai. Mais toute la Côte d'Ivoire, quand même, le président Laurent Gbagbo n'était pas, comment je vais dire ça, étendu sur toute la Côte d'Ivoire. Vous convenez avec moi que les Ivoiriens ont des réels problèmes et qu'il faut en parler, qu'il faut faire une opposition constructive dans ce sens-là. Mais l'opposition, elle est constructive, madame. Nous demandons simplement que pour que le débat politique soit ouvert, il faut que les institutions qui ont en charge l'organisation des élections en Côte d'Ivoire, notamment la CEI, soient une institution réformée juste pour que, dans une compétition équitable, tous les Ivoiriens participent au développement de la Est-ce qu'avec cette position, avec cette distance que vous observez, est-ce que vous risquez de vous retrouver seul, isolé, peut-être fini comme la CNC ou encore le Front du Refus? Madame, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec les Ivoiriens. À de notes, les deux grands meetings que la jeunesse de EDS a donné, un à Yopougon et l'autre à Nono. Ça a mobilisé une foule immense d'Ivoiriens qui partagent avec nous les valeurs de démocratie, qui partagent avec nous les valeurs de la réconciliation nationale. Donc nous ne sommes pas seuls. Vous allez parcourir aujourd'hui toute la Côte d'Ivoire. On parle de EDS. Tous les Ivoiriens sont convaincus que l'avenir de ce pays repose sur cette plateforme qui véritablement peut leur garantir un avenir de façon juste, de façon équitable.
pour que les fruits donc, du travail des Ivoiriens soient répartis de sorte à ce que tous les Ivoiriens, au sorti donc, de cette offre-là, reconnaissent à la Côte d'Ivoire la mère patrie qui partage. La mère patrie qui partage et qui donne à ses enfants. Est-ce que EDS entend se muer en parti politique dans un avenir très proche? Nous sommes à l'orée de 2020. Est-ce que vous avez des ambitions de passer de coalition politique à un bloc politique? Madame, nous sommes une plateforme politique. Pour l'heure, EDS reste et demeure une plateforme politique. Est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous avez un projet de devenir un parti politique plus englobant? Pour l'heure, nous sommes une plateforme politique, madame, à l'intérieur duquel nous avons plusieurs partis politiques qui gardent leur autonomie. Alors, tout à l'heure, vous en parliez. Au regard des tensions qui ont émaillé les récentes élections locales, le débat sur la personnalité qui doit diriger notamment la CEI, la Commission électorale indépendante, est relancé. Selon vous, quel peut être le profil de la personnalité qui doit diriger la CEI? Nous avons fait des propositions en ce qui concerne EDS, où nous avons demandé au gouvernement de venir à une table de discussion pour qu'ensemble nous puissions voir les conditions de réforme donc, de cette CEI-là, à l'effet donc de désigner des personnalités qui sont des personnalités plus ou moins irréprochables pour conduire donc des élections justes, libres et transparentes. Depuis des années déjà, je vous rappelle que l'APDH, c'est une société civile ivoirienne, a introduit auprès de la Cour africaine des droits de l'homme, bien entendu, une requête demandant donc la réforme donc, de la CEI. Que malheureusement, 1 an, 2 ans après, nous constatons que le gouvernement n'a toujours pas donc, cédé à cette réforme-là. Et bien entendu, vous avez vu ce qui s'est passé lors des dernières élections, émaillé donc de violences, de morts, de destruction de biens publics, etc. etc. Nous estimons qu'il faut que le gouvernement... La question, oui. Quel doit être le profil de la personnalité qui doit diriger la CEI? Elle ne doit pas être partisane. Cette personnalité ne doit pas être partisane. Cette personnalité doit donner les valeurs d'équité, de justice, par exemple. Alors, un autre sujet, Karoum, on va parler un peu de réconciliation. Alors, au lancement officiel de la nouvelle plateforme en avril 2017, le professeur Armand Oyan, qui est d'ailleurs le président de l'initiative, a dit, et je cite, « Nous sommes pour le dialogue avec le pouvoir. Quelles sont les actions que vous avez entreprises pour rétablir ce dialogue avec le pouvoir ?» Nous nous sommes adressés au gouvernement via des courriers pour demander au gouvernement de venir s'asseoir avec nous à la table de réconciliation. Nous avons, au cours donc, de conférences de presse, lancé un appel au gouvernement pour qu'il vienne s'asseoir avec nous à la table de discussion. Nous avons mené des actions diplomatiques pour que nos amis des pays étrangers qui sont ici nous servent par exemple de moyens de communication avec le gouvernement pour que, en fait, nous puissions nous asseoir pour discuter. Mais jusque-là, tous ces appels que nous avons lancés sont restés sans suite. Alors, ces appels sont restés sans suite. Pour vous, qu'est-ce que cela veut dire? Quel commentaire pour vous faire? Le gouvernement refuse de discuter, madame. Le gouvernement refuse de discuter avec son opposition. Le gouvernement préfère se tailler une opposition propre à ses bottes et qui répond donc à ses aspirations. Mais cela n'est pas la volonté que le gouvernement se taille une opposition. Quelles sont les preuves sur lesquelles vous vous basez pour dire que le gouvernement se pose, ou encore le pouvoir se taille une opposition sur mesure? Mais madame, vous-même, vous voyez la situation. Nous, à EDS, nous sommes là, l'opposition significative. Nous représentons le peuple de Côte d'Ivoire. Au lieu de discuter avec nous, le gouvernement, chaque fois, botte en touche donc tous nos appels, bien entendu. Et vous avez constaté avec nous que certains leaders de partis politiques, bien entendu, qui sont dans une certaine relation avec le pouvoir. Non, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que dialoguer avec le pouvoir, c'est rouler pour le pouvoir? Est-ce que discuter avec le pouvoir, ça veut dire qu'on est à la solde du pouvoir? Lorsque vous allez à une discussion, bien entendu, et que vous ne touchez pas les problèmes de fond, et que vous ne touchez pas les problèmes essentiels donc de la réconciliation, la question essentielle de la libération des prisonniers aujourd'hui militaires, quand vous allez à une discussion et que vous ne parlez pas de la réforme de la CEI en profondeur,
Madame, vous faites le jeu du gouvernement parce que c'est le gouvernement qui refuse de je vous en prie. Nous avons aussi reçu ici, sur ce plateau, sur ce même plateau, des leaders d'opposition qui parlent de la réforme de la CEI, qui parlent par exemple de la reprise du dialogue pouvoir-opposition. J'y en parle. Vous ne pouvez pas nous dire ce matin que parce que un leader de parti politique d'opposition a été reçu par le président de la République ou est en discussion avec le pouvoir, ça veut dire que ce président de parti politique-là est à la solde du pouvoir. Dialoguer avec le pouvoir, je le dis tantôt, ce n'est pas travailler avec le pouvoir. Madame, quand vous dites que la CEI actuelle pose problème dans son fonctionnement, dans son organisation, et que vous allez à des élections, je m'interroge sur votre sincérité d'aller à des élections transparentes et de ne pas faire le jeu du pouvoir. Alors, voilà la réalité des faits. Alors, Madame, vous avez des représentants à la CEI et que vous ne leur demandez pas de sortir de cette institution que vous-même vous qualifiez d'illégale, madame, il y a un problème. Il y a un problème, selon vous. Alors, Paul Arnaud Bowie, vous êtes le 3e vice-président et le porte-parole d'EDS Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Merci d'être venu à Instant Vérité donner ces explications sur vos choix et vos motivations politiques. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Restez avec Marco et Alex.